Vous devez connaître, j'ai longtemps lutté, et ça m'arrange que Catherine Lemans, la grande, s'occupe de ce sujet. Parce que, vous allez me dire, chacun mon goût, on s'en fout. Là, je n'aime pas Watteau. Je trouve ça terrible. Et Catherine va s'occuper de ce cas lors d'une magnifique conférence que je sais déjà bien plus intéressante. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que on est en... Alors là, ça nous aide à retenir les dates, puisque personne ne retient de dates facilement, mais on va être en 1777. Quelque chose comme ça. Pardon, en 1717. Watteau meurt à 36 ans. Il est extrêmement célèbre. Et il meurt de tuberculose, on disait à l'époque. Et il va arriver à être formé par un artiste assez reconnu et devenir très très célèbre très facilement, très vite, en peignant voilà, ce monde de plaisir, on va dire, qui suit la fin de Louis XIV et qui fait qu'on sort de Versailles et on commence à fabriquer des petites fêtes. Vas-y, tu passes, je fais une cascade si tu tombes. Ce monde de fêtes qui se retrouve dans des jardins. Et ce qui est intéressant, si vous voyez ce Pierrot, qui s'est appelé Gilles pendant très longtemps, c'est que ce monde de fêtes et de décors est factice. Et que nous avons Pierrot qui est ici, et si on regarde les titres qui sont là, la partie carrée, on ne sait pas qui est avec qui, et on a un Pierrot de dos, ce qui est un peu la particularité du XVIIe siècle, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se compliquer dans la façon de représenter les personnages, on ne voit pas forcément leurs intentions, c'est plus la lisibilité qui est le point central. Le danseur de sérénade, le donneur de sérénade, parce que tout ça vient de la commedia dell'arte, c'est-à-dire des personnages qui sont sans parole, qui ont des masques ou qui sont le visage blanchi, et qui sont... ça c'est amour au théâtre français, alors qu'ici, nous avons les comédiens italiens. Parce que ce qui est très curieux dans ce monde un peu factice, puisque ce sont que des représentations de théâtre ou de fêtes dans lesquelles tout le monde joue un rôle, et donc on pourrait penser qu'on s'est éloigné du carnaval, mais c'est aussi ce monde des faux semblants et du masque. Mais ce qui est très curieux à comprendre, c'est pour ça que je serais curieux de savoir ce que va dire Catherine vraiment, hein. Voilà les comédiens français. C'est que Pierrot, c'est pas celui qui gagne. Colombine préfère Arlequin. Il est plus marrant, et puis il est plus colorié. Apollon, Dionysos, c'est-à-dire il y a les deux figures, et lui, de toute façon, il est chiant. Ça se voit. Mais c'est avec lui qu'il faut se marier, voilà. Bien sûr, ça finit toujours comme ça. On n'arrive pas avec des artistes. Ce monde du théâtre, il se retrouve dans la construction des toiles. On est toujours dans des espèces de petites scénettes qui mettent en scène quelque chose. Donc, même si on n'y connaît rien, on voit que ces personnages sont en train de poser pour nous, comme des sortes de figures, comme si c'était des dessins de costumes de théâtre. Je vais y revenir à celle-ci, parce qu'elle est incroyable. Et que le décor autour a l'air toujours d'être une toile de peintre ou de photographe. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui sont en train de jouer les uns avec les autres. Alors par contre, je vais montrer des dessins, ils dessinent extraordinairement. Voilà, ils sont en train de se regarder, la façon de se composer fait penser à une sorte de guirlande de personnages les uns avec les autres, dans lequel il y a, hormis celui-là, je vais y venir, assez peu d'espace. Oui, entre la courbe de lui et elle, il devrait être beaucoup plus grand. Ou il devrait être beaucoup plus bas, enfin non, il devrait être plus grand quoi qu'il arrive, ou elle plus petite. Et donc la différence entre les deux, c'est un jeu de composition à partir de personnages qu'il a dessinés et qu'il assemble, qui fait qu'on voit le jeu de rôle entre les personnages foncés, clairs,
Et puis la clarté en plein milieu, on a compris, mais elle devrait être beaucoup plus petite. Parce que c'est une sculpture qu'elle est derrière. Et que la façon dont elle est peinte, c'est un personnage parmi d'autres. Donc les sculptures sont des personnages, les personnages sont des rôles, et puis les rôles jouent entre eux un jeu, puisqu'il y a toujours des gens qui regardent ou qui parlent pas de ça, parce qu'il a quand même, on dirait, mieux à faire, et que ça a l'air de se terminer. Et que le décor qui est autour a l'air toujours d'un décor, mais excessif en fait. Et donc on montre ça, c'est de la peinture pour Philippe Solers en fait, c'est-à-dire c'est un nombre de décors élégants, voilà, un peu décadents, mais juste ce qu'il faut pour une société qui va disparaître doucement, parce que cette peinture qu'on appelle rococo, c'est le moment où l'organisation de l'espace cède juste au plaisir du pinceau qui est enlevé, parce que c'est des choses qui sont peintes de façon très rapide, très simple. Oui, on voit qu'il y a une majorité de dessins que j'ai montrés. Je ne résiste pas. Et je me rappelle. Il n'y a pas Martine? Non. Parce que ces petits dessins sont des études à la sanguine. C'est parce que je donne un cours de dessin aux ateliers d'art plastique depuis 30 ans cette année. J'ai commencé à 4 ans, je vous remercie. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc si vous faites du dessin, enfin si vous n'en faites pas, j'aime bien parler de technique aussi. C'est très facile de travailler avec ça parce que ça va très vite et ça se gomme pas. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc on travaille sur papier et c'est au XVIIe siècle, alors on est début 18. C'est à la Renaissance que cette sanguine arrive, que le pastel va arriver, d'ailleurs comme système de notation pour la peinture. Vous voyez, on peut faire des choses assez vite, on passe au doigt, et puis on remet des accents un peu plus forts par endroit, pour essayer de noter une scène un peu vivante, ce qui est vraiment très réussi là, qui fait qu'on va pouvoir étudier des choses un peu plus précises, mais ça permet d'aller vraiment très vite. Et on n'a pas de dessin préalable. On n'a pas fait une mise en place, on le fait en direct. Parce que vraisemblablement, ce sont des études de personnages au théâtre ou dans la rue qu'il a observé, attrapé. Et ça me permet de faire passer... Et que Marie qui a encore donné. C'est que la deuxième étape, ça s'appelle un dessin aux 3 crayons qui va devenir la mode au XVIIIe siècle, c'est-à-dire on a un papier qui peut être blanc ou teinté, on va travailler à la sanguine, on va rajouter une deuxième couleur qui est un bistre ou un noir, et puis on va quelquefois mettre des rehauts de blanc. Ce qui fait que le dessin va devenir de plus en plus une sorte de peinture, parce qu'il va y avoir, pour vous le dire de façon technique, vous pourrez frimer en soirée, un clair, une demi-teinte, un foncé. Vous voyez, à première vue, quand je dessine, je fais un trait rapide. Voilà, on le voit sur ça? Non, sur ça. Voilà, le clair est là, la demi-teinte, je passe au doigt, et puis je réappuie pour accentuer plus fort, pour avoir des ombres plus fortes. La sanguine étant, on va dire, de l'argile avec une colle, pour faire court, et un pigment. Elle peut être plus ou moins crayeuse, plus ou moins grasse. Et on peut pas, je disais gommer, mais on peut l'étaler un peu. Donc ça donne un effet qui fait penser à de la peinture déjà. Et ça nous emmène au sujet central de M. Watteau, c'est que l'endroit où il arrive dans ce début du XVIIIe siècle s'opposent 2 écoles en France, celle du dessin et celle de la peinture. Et c'est pas une exagération, ils vont se foutre sur la gueule. Mais vraiment. C'est-à-dire, choisis ton camp, il y a des poussinistes, l'école de Poussin, le dessin, et des rubinistes, l'école de Rubens, la peinture enlevée. Alors c'est impossible à résoudre, hein, c'est-à-dire le dessin permet de préciser des choses. Je vais rentrer dans le détail technique parce que même si vous n'en faites pas, ça va vous intéresser beaucoup. C'est-à-dire que quand je dessine, si je fais, vous voyez, un dessin comme Tardy, juste un trait, qui fait ça même Tintin ou Pif et Hercule, voilà, juste du trait. Je vous signale pour commencer que le trait n'existe pas dans le monde. C'est-à-dire c'est un code. Vous vous détachez sur un fond et je décide par un trait de cerne de vous distinguer du fond, mais il n'y a pas de trait. Donc c'est complètement intellectuel. Deuxièmement, quand on fait un trait de contour, c'est chouette, mais comment on fait à l'intérieur du personnage? C'est la virtuosité de Tintin, c'est-à-dire qu'il arrive grâce à ce trait à rendre les choses lisibles,
mais à se passer de couleur et à se passer d'ombre. Donc le trait, s'il est épais ou fin, et surtout, on le voit bien ici, s'il est interrompu, mais on voit bien que c'est pas qu'il a oublié de faire le trait, ni ici, c'est que la courbe du trait qui s'arrête comme ça fait comprendre que le volume disparaît et qu'il est un peu flottant, le tissu. Donc par le trait, on peut faire comprendre énormément de choses. Si c'est très bien dessiné, il n'y a pas besoin d'ombre ni de couleur, en vrai. C'est pas la même chose. Et donc les adeptes du trait de Poussin vont dire la couleur c'est un ornement superflu qui sert à rien. Ce qui est vrai. Et on peut avoir des dessins juste avec des valeurs, au pire. Mais vous voyez déjà je suis un peu dans la peinture. Il y a une ombre, une demi-teinte, un clair. Et on a quelque chose qui commence à ressembler à la peinture parce que la peinture, elle, a la couleur pour elle, donc plutôt la vie, disent les gens de Rubens, et permet de faire comprendre les volumes d'une façon par la lumière, parce que vous creusez l'espace, plus il y a une différence entre foncé et clair, plus ça fait de volume. Vous voyez, le simple fait que ce soit clair là fait que ces joues elles ressortent. Il faut trouver un écart entre foncé et clair, plus vous faites ça, plus il y a d'espace. C'est le problème des toiles que je viens de vous montrer qui sont assez plates. Et donc les adeptes de la couleur disent le dessin n'est qu'une mise en place et tout est fait à la peinture, on peut peindre directement au pinceau, avec une grande liberté. Et Watteau, il est au cœur de cette querelle, parce qu'il est un peu les deux. Vous voyez, je compte sur Marie pour m'aider dans ce cas-là, parce que pour vous raconter mes malheurs de prof de dessin, on a commencé à la sanguine et ils ont dit « Mais c'est horrible la sanguine, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Vous comptez vraiment nous en faire toute l'année ?» On est au 3e cours sur 35. Alors je réponds pas, c'est la lâcheté du prof, je dis « Oui, on va en faire un peu. Enfin, on va en faire jusqu'en décembre, hein. Préparez-vous Marie. » Par contre, quand on commence à jouer avec 3 crayons, c'est-à-dire la couleur du papier, le ton qui est plus ou moins estompé, et puis des renforts par ça, ça devient vraiment très très beau. Ça devient des images qui font penser à de la peinture. Et tous les dessins de Watteau, en un sens, ont une force que n'ont plus tout à fait ces peintures. Ces peintures sont un peu d'agrément, et donc elles vont être beaucoup collectionnées. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment il organise les groupements des personnages. Oui, entre guillemets, c'est mal dessiné. Il a juste fait des figures. Vous voyez, ce jeu des feuilles qui sont en arrière, l'espèce de tambourin qui vient devant sur la colonne, on ne comprend pas tout de suite, c'est un corps. Vu comme il est rayé, ça doit être Arlequin encore. Et donc il commence son corps entre comme ça, il est accroché à elle, et à la main ici, hop. Lui, il regarde de l'autre côté, ça nous emmène de l'autre côté, donc on a une lecture qui va de gauche à droite, qui est ondulante, et qui fait que toutes les obliques, elles sont assez fortes, vous voyez. Tout est en oblique. Et elles sont en oblique de l'autre côté, donc on entre bien dans l'image. Donc on voit que dès le dessin, il a trouvé ça. Et que la couleur va servir plutôt d'ornement en un sens. Tellement son dessin est structuré, mais en même temps, si vous avez du goût pour les costumes, on est dans un siècle où les costumes sont somptueux et où le travail du tissu est un vrai savoir-faire en France là. Et cet intérêt, oui, on parle de choses qui varient pour les plis. Voilà. Je ne sais pas qui s'amuse à poser comme ce monsieur, mais c'est pas une idée facile à tenir. Voilà, des personnages qui jouent, des personnages qui sont comme des figures de carte postale un peu. Vous savez, comme une figure de tarot. C'est-à-dire ce que je vous racontais, le personnage, son fond. Comme s'il représentait, là c'est un officier, mais comme s'il représentait une figure type de la Commedia dell'arte. Ce qui fait que, pour finir sur Watteau, son savoir-faire de dessinateur, qui est, je pense qu'on n'a pas besoin de dire beaucoup que c'est très fort, hein, viendront après lui Fragonard. C'est vraiment Watteau qui initie ça. Ce travail sur le costume, ce travail sur le jeu de dupes,
Oui, le sculpteur est un singe. Ça ressemble beaucoup à cette question du masque et de la dissimulation des comédiens. Voilà, les acteurs de la comédie française ou la mascarade. C'est-à-dire que ce sont des portraits, en même temps ce sont des portraits de personnes qui sont en train de jouer un rôle. Et qui sont tous enserrés les uns par rapport aux autres. Pour un portrait, c'est quand même assez rempli. Le personnage-là a dû être ajouté après parce qu'il a vraiment du mal à être dans l'espace. Et donc la composition de Watteau, elle est plus difficile à comprendre. C'est ce qui fait que ça ne me plaisait pas trop, en fait. Le personnage du Gilles Pierrot est en plein milieu, il est clair. On dirait qu'il veut trop fortement nous dire ce qu'on doit voir. Et ça manque un peu de mystère pour ça. Cette espèce de facilité à montrer les choses. Même si je vous disais, le personnage de dos au XVIIIe siècle, vu de nuit qui arrive dans le XVIIe siècle aussi, je suis au XVIII, hein, mais c'est vraiment la transition. C'est l'inverse de ce qu'on doit faire. Un portrait, c'est de face, un portrait, c'est quelqu'un qu'on reconnaît. Ça s'est inventé à la Renaissance 1 ou 2 siècles avant. Et donc on est déjà en train de faire quelque chose qui est plus complexe. Il est éclairé par un moyen qu'on a du mal à identifier. Vous voyez, on dirait un spot de théâtre. Hein. Une espèce de lumière sur lui. Elle vient comme ça. C'est très curieux, cette lumière latérale, elle est pas tout à fait crédible. L'espace est peu creusé, on a toujours un jeu avec ses jardins et ses fêtes champêtres. Parce qu'il arrive quelque chose d'incroyable à Watteau, hormis... vous voyez, il est juste là. Ça, c'est bien. Voilà. Étude de tête, tête. Je trouve qu'il y a plus de force dans ces dessins que dans le rendu à la fin, qui se retrouve un peu... tous les ornements, toute la joliesse qu'il y a dedans, elle nuit à la force. Mais encore une fois, chacun mon goût. Hein. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Mais on a tendance à utiliser aussi comme un ornement pour montrer comment les comédiens s'habillent, comment ils jouent, comment on faisait des fêtes à cette époque-là. Et le rebondissement final sur Watteau, puisque vous comprenez que ce monde de duplicité, c'est-à-dire des comédiens qui jouent autre chose que ce qu'ils sont, qui ont l'air de s'amuser, et qui nous montrent que ce monde n'est pas celui qu'on croit, comme dans le carnaval. Voilà. La proposition embarrassante. Vous connaissez le monsieur qui se tenait mal tout à l'heure. Proposition embarrassante, on va voir que au XVIIe siècle en Hollande, je montrerai ça la prochaine fois et la fois d'après. Voilà, les peintures morales, on l'avait vu chez Bruegel tout à l'heure, mais c'est l'occasion de montrer ce qui se fait pas. Ce qui est possible moralement ou ce qui n'est pas possible. Là, c'est un peu sympa. C'est un peu gentiment fait. Alors, ce qui arrive à Watteau, parce que c'est considéré comme son chef-d'œuvre, il en a 2 versions. Oui, on est en 1717, ça devrait vous aider à vous repérer. L'embarquement pour Cythère, c'est que c'est à la fois une scène mythologique, puisque tous ces gens vont partir en voyage vers Cythère, et qu'ils sont à la fois en train de ne pas avoir envie de partir, d'être déjà en train de se lever, d'être en train de dire au revoir et de descendre en s'amusant vers le bateau. Donc ce jeu de farandole, c'est pour ça que cette peinture est vraiment très supérieure à ce qu'on a vu, c'est son chef-d'œuvre. C'est que ce jeu avec le décor, avec ce qui est autour, est beaucoup plus complexe dans l'espace. Le chemin que je fais, il est pas tout droit. Et puis il rentre dans la profondeur de la toile, puisqu'ici, il a du mal à faire les personnages plus petits, plus grands, mais on est plus grand, et puis ici, ils vont en disparaissant. Et ils entrent dans le paysage. Donc Watteau, c'est aussi la réunion du dessin qu'on a vu, mais vraiment de la peinture atmosphérique. C'est-à-dire que plus on va loin, plus les choses s'estompent et plus le dessin disparaît. Et c'est le jeu de lumière avec le fait que plus on est loin, plus les choses sont floues, qui va gagner. C'est la peinture qui va gagner avec l'opposition au dessin. Et les 2 choses qu'il faut que je vous raconte, ça c'est incroyable. C'est une peinture de Turner, le grand peintre du flou, qui est fan de Watteau et qui a vu dans les quelques éléments
réflexion qu'on a de Watteau qu'il y avait une théorie sur le rapport entre le blanc et la couleur, sur le fait que quelque chose sorte mieux si c'est sur un fond clair ou sur un fond foncé. Et cette petite toile de jeunesse de Turner est une illustration, oui, c'est une copie d'un tableau de Watteau. Et Turner est tellement fan de Watteau, parce qu'il y en a en Angleterre, qu'il va reproduire ça pour illustrer la théorie du contraste. Et si vous voyez, Turner, c'est de la peinture floue qui, en gros, donnera de l'impressionnisme. Je disais pour finir, Watteau se présente à l'Académie des peintres. On doit passer un concours, montrer une peinture ou la faire en direct et être accepté pour partir à Rome. Et Watteau va échouer et ne pas entrer à l'Académie. Par contre, c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est que quand on voit cette peinture-là, l'Académie depuis Louis XIV range par catégorie les peintures, peinture d'histoire, peinture religieuse, tout doit rentrer dans une grille avec une évaluation assez précise, puisque l'art c'était devenu quelque chose de sérieux au XVIIe siècle. Et Watteau n'est ni un peintre d'histoire, ni un peintre de paysage, ni un peintre de personnage. Et Watteau va faire quelque chose d'extraordinaire malgré lui, c'est qu'on va inventer une catégorie pour Watteau. C'est-à-dire que pour qu'il puisse entrer à l'Académie, on va inventer la notion de fête galante, dont il est le seul représentant. C'est tranquille, ça. C'est comme ça qu'on résout le problème au Festival de Cannes quand on ne sait pas départager les gens. On crée le prix spécial pour lui. Il est 33. Je m'améliore en timing. Ça paraît à peine croyable. Alors, je vais mettre la fin avant la fin. C'est la meilleure façon que ça soit fini quand on s'en va. Oui, c'est... Oui, mais si on commence par la fin, ben comme ça, elle est faite. Donc, la peinture de Ensor, c'est un autoportrait comme ça, et pour vous préparer, parce que celui-là est le plus merveilleux, deux squelettes se disputant à un rensort. Là, on voit bien que c'est un peu plus audacieux que ce que je vous montre là, mais le plus fameux, on va en parler un petit peu aussi quand même, c'est que Ensor va peindre le carnaval, et notamment l'inoubliable entrée du Christ à Bruxelles, parce qu'on l'a peu dit, mais le Christ est entré à Bruxelles. Voilà, sur un âne avec des masques de carnaval. C'est-à-dire que le jeu du carnaval va être continuellement le travail de Ensor dans une période, le 19e siècle, où ce jeu de décadence et de masques est très important. Pourquoi je vais par la fin? Parce que c'est un peu plus savant. De Marseille, évidemment. J'ai parlé d'exotisme au début. Et Lionel Richard est un des spécialistes très, très passionnants d'expressionnisme allemand. Et de la place de l'exotisme. Et je vais prendre 10 petits passages de ce livre-là. Puisque je vous disais au début que l'exotisme, à un moment donné, était une valeur. Voilà. Je prends un extrait. Le mystère des lointains, c'est ce qui est exotique. C'est-à-dire c'est étrange et c'est non connu. C'est tout ce qui est autre que nous. Et ce qu'il va analyser là, qui est intéressant, je vais vous donner la réponse avant que je développe l'analyse, c'est que cet exotisme va se développer en France en 1845, c'est la période d'Ensor. Et puis aujourd'hui, et il va être le plus important avec Victor Ségalen et avec Gauguin, qui part vers l'étranger, vers ce qui est bizarre. Et pour faire court, parce que ça sera vraiment long et que le sujet est un peu périlleux, c'est très compliqué d'analyser la peinture de Gauguin, puisque à la fois il est en train de partir au loin pour épouser des filles de 12 ans et les peindre toutes nues, ce qui n'est pas très égalitaire, on va dire ça comme ça, déjà parce que on ne se marie pas à cet âge-là, d'ailleurs on ne se marie pas en fait. Commençons par les règles simples de la morale, on ne se marie pas, qu'avec des gens sérieux. C'est-à-dire qu'il a un rapport à l'étranger et à autre chose en partant à Tahiti et en laissant toute sa vie bourgeoise du Nord, qui est complètement révolutionnaire pour cette époque du 19e siècle,
Mais en même temps, c'est une façon de montrer d'autres corps, d'autres couleurs, d'autres langages, d'autres façons de faire. Et donc cet exotisme qui était une façon de sortir de soi, il est questionné, puisque évidemment que peindre des jeunes filles et les montrer de 12 ans toutes nues en disant que c'est des déesses, et les épouser puis les laisser tomber, c'est pas du tout qu'on est devenu plus féministe que la moyenne, c'est que cette façon de gérer des corps et de les montrer, elle est continuellement à questionner. Et c'est ça qu'on va regarder tout de suite, parce que la réponse à la question du jour, c'est que le carnaval, c'est une façon de faire de l'exotisme sur soi-même. Se costumer dans autre chose, aller à côté de chez soi et être déguisé en poissonnier ou en femme du poissonnier. Et c'est une façon, et c'est comme ça qu'il est en train d'évoluer ce carnaval, de rendre étrange ce qui est à côté de chez nous. Et comme elle est partie, j'ai pas eu le temps de redire du bien de Marie-France Splicin, et je voulais le dire hier, mais je lui ai demandé, pour vous raconter sa vie de photographe rapidement, elle part en Chine, elle part à Kinshasa où faire une photo c'est un danger de mort. Elle m'a dit, je vais à Kinshasa, je verrai bien. Elle part en Chine parce qu'elle fait un documentaire pour une calligraphe qui est partie chercher dans des grottes chinoises, dans des montagnes, des calligraphies du 8e siècle. Donc elle dit, tiens, tu voudrais pas filmer? Oh oui. Elle part comme ça vers autre chose. C'est la personne que je connais qui a le plus voyagé. Et puis je lui demande, parce que j'ai la chance de passer la journée avec elle hier avant qu'elle intervienne au cinéma, je lui dis, est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu as un autre truc que tu n'as pas fait, que tu voudrais faire? Et elle dit, en fait, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de faire quelque chose en bas de chez moi. C'est-à-dire, et c'est quelque chose que je répète continuellement, donc ça m'intéresse, c'est que ce qui est exotique, ce qui va vous faire changer, vous faire voir autrement ce qui est à côté de chez vous, en fait. Et cette capacité d'émerveillement, Gauguin va aller la chercher ailleurs, mais le carnaval, il la fournit directement ici. Alors je reviens à ce petit passage de Richard. Mystère des lointains, étrangeté. Dépaysement. On va sortir de son pays. Parce qu'on ne va pas non plus se fouetter. Voyager, c'est une des meilleures façons de ne pas être raciste, c'est-à-dire de voir d'autres gens et de voir qu'il n'y a pas que ton petit nombril qui est le centre du monde, parce que d'autres gens se nourrissent autrement, vivent autrement, ont d'autres langues. Et cela donne des récits fabuleux, parce que c'est ce qu'elle racontait également, c'est que si elle va en Chine depuis toujours, c'est qu'elle a lu ses Galènes sur la Chine, qui est un texte de 1900, et qu'elle a toujours envie de cette Chine qu'elle a lue dans un livre, Marie-Françoise. Géographie incertaine. Et ce qui est assez mignon, c'est que aucun vocable désignant l'exotisme ne fut inventé en quelque langue que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion d'être face à quelque chose d'étranger, hors la période de colonisation. C'est-à-dire que c'est vraiment lié au fait qu'on aille emmerder des gens. Regarde, on est en 1845. Cette idée de curiosité pour d'autres peuples va venir dans les ports européens par le fait qu'on récupère des objets venus d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est intéressante à questionner, cette notion d'exotisme, parce que voilà, elle existait qu'on aille voir d'autres gens et qu'on soit étonné de cette façon de vivre. Mais la qualifier et lui mettre un nom générique alors qu'il y a plein d'étrangers et d'étrangetés dans tout ça, c'est ça qui est assez curieux. Voilà. Tout ce qui est inhabituel à l'occidental, plantes, parfums, aliments, devient exotique. Et d'ailleurs, quand j'ouvre ma boîte de salade de fruits exotiques, je ne sais pas ce que je vais trouver parce qu'ils mettent n'importe quoi. C'est l'avantage de... Voilà, Charles Blanc, en 1869, l'ethnographie est la grande ressource des peintres de genre. Il faut à notre curiosité blasée l'intérêt de mœurs particulières, piquantes, couleurs locales, physionomies auxquelles nous ne sommes pas habitués. Voir d'autres gens, voir d'autres choses, c'est ça qui va être exotique. Et la formule est extraordinaire, esthétique du divers. C'est pour ça que je fais une boucle en vous disant que le carnaval, c'est des trucs inventés par des popus de mauvais goût, mais comment ils se retrouvent dans le musée? Mais parce qu'en fait, ils regardent d'autres choses que ce que l'art est habitué à regarder. Ils regardent des objets de la vie de tous les jours, des gendarmes, des voleurs, des mecs à moustache. Et la formule de Ruyter, c'est merveilleuse, 1906. L'exotisme, c'est notre songerie penchée au-dessus d'un atlas. Je regarde une carte et je rêve de ce qui serait là-bas. Et comme tous les gens snobs,
Une fois qu'on va là-bas, on pousse le rideau de la voiture et on repart. Ça suffira. Voilà, esthétique du divers, et donc révolution sociale et culturelle. Et ça va évidemment au fait que la civilisation occidentale se sente supérieure à ceux qu'elle va découvrir. C'est là où on va parler de bienveillance paternaliste. Parce que ce qui fait que c'est pas tout à fait identique, c'est là où c'est pas un échange, c'est qu'on va vers eux, on collectionne, et eux, c'est une blague de Jean-Pierre Mariel de Jean Rochefort qui se demande si les gens en Océanie ont des tatouages berrichons sur leur mur. Voilà. Si ça marche pas dans les deux sens, ça veut dire qu'il n'y a pas échange. Alors qu'un berrichon se tatoue des éléments... Voilà, alors le livre en question, Essai sur l'exotisme, qui est passionnant, de Victor Segalen, qui va être ami de Gauguin. Il est médecin de la marine et il ne va pas pouvoir le composer entièrement, et c'est Pierre-Jean Jouve qui va le réaliser. Et il le dit, voilà, c'est ce que je disais, la civilisation occidentale supérieure sur les vaincus. Vous savez sans doute qu'après il y aura Dominique de Fromentin, Une année au Sahel, Pierre Loti et Gauguin en Polynésie dans ces années 65. Et le Narcisse Bercher qu'on a à Étampes, qui va aller peindre Narcisse Bercher va peindre des vues du Maroc en intégrant des portes de Étampes. Suffit de mettre des bananiers au-dessus et ça ira bien. Voilà. Et là où ça m'a révélé que ça avait rapport avec le carnaval, l'exotisme, c'est notre songerie penchée au-dessus d'un atlas, une ivresse intérieure, sentimentale et sensuelle à la fois. Il y a des gens qui savent écrire. Voilà, c'est une ivresse, c'est-à-dire c'est une sorte de rêverie pas si raisonnable que ça. Et alors là où Segalen est fort, il parle de la fin de cette époque, c'est la même que Nietzsche. Le divers décroît, là est le grand danger. On commence à être un peu trop spécialiste de tout. Et il dit, voilà, il est pas fan du progrès, parce qu'on a beaucoup mangé du progrès, hein, et on est en train d'en revenir. Et vers 1910, alors la difficulté, c'est que anti-progrès, être réactionnaire n'est pas non plus un projet de société. Si on est contre tout ce qui se passe, on va pas... Et qu'est-ce qu'il écrit qui était une merveilleuse formule? Où est le mystère? Où sont les distances? Voilà. Le carnaval fabrique ça. Fabrique quelque chose qui est re-curieux, qui est re-bizarre, et qui fait qu'en rigolant, en se déguisant, on va voir autre chose que ce qu'on a sous les yeux. C'était la conclusion. Maintenant, je fais le morceau d'or. C'est ça. C'est ça. Pas obligé de... C'est ça. On fera les préliminaires à la fin. Ensor fait de la peinture qui est plutôt issue du peuple, puisqu'il fait penser un peu au douanier Rousseau. Il fait aussi penser au facteur Cheval, à tous ces artistes qui viennent du monde qui est non savant. Et il est assez marrant, même s'il est continuellement triste. Il faut dire que vivre à Ostende, c'est la mélancolie incarnée, c'est très beau. Hein. Faut y aller. Faut y aller. J'ai demandé à Marie-Françoise qui est belge, elle m'a dit en hiver. Et c'est une côte qu'elle a prise en photo, mais qui est complètement transformée par la bétonisation. C'est ça qui la rend encore plus mélancolique. Les textes de Ensor, qui est un homme incroyable, il y a un musée à Ostende de Ensor qui est tout petit. Je suis né à Ostende le 13 avril 60, jour de Vénus. Eh bien, chers amis, Vénus, dès l'aube de ma naissance, vint à moi souriante, et nous nous regardâmes longuement dans les yeux. Les beaux yeux pairs et verts, les longs cheveux couleur de sable, Vénus était blonde et belle, toute barbouillée d'écume, elle fleurait bon la mer salée. Oui, il n'y a pas besoin de drogue. Bien vite, je la plaignis, car elle mordait mes pinceaux, bouffait mes couleurs, convoitait mes coquilles peintes, elle courait sur mes nacres, s'oubliait dans mes conques et salivait sur mes brosses. Vénus m'a l'air beaucoup plus coquine que ce qu'on en a dit depuis Botticelli. La peinture de... Oui, c'est une époque où on écrit aussi bien qu'on fait des images.
C'est la même que celle de Gauguin et de Nietzsche, hein, ils sont tous contemporains. Voilà, Ensor à ses débuts peint d'une façon qui ressemble à la peinture réaliste d'après Courbet et Manet, puisque Courbet et Manet c'est 1850, là on est en 1880. Ça me fait surtout penser à un artiste que j'admire beaucoup qui s'appelle Munch, qui peint des choses comme ça. On pourrait penser, c'est les mêmes périodes à Caillebotte, dans la façon de montrer des intérieurs bourgeois, même si la touche n'est pas du tout celle-là. Et la gamme n'est pas celle-là. Mais... Et on retrouvera ces intérieurs bourgeois chez Bonnard et chez Vuillard, où le décor est aussi important. Ce qui est important en regardant tout ça, c'est que voilà, c'est un portrait de son père. On voit le milieu dans lequel il vit, et c'est comme ça que vous comprenez que ces couleurs recriardes et le Christ qui rentre à Bruxelles, c'est une vraie révolution des masques. Parce que son père est un peu alcoolique et héroïnomane, donc son éducation sera un peu chahutée. Alors que sa mère, quand ils seront ruinés, va tenir une boutique de masques de carnaval. Magasin de souvenirs, coquillages et masques de carnaval. Les heures passées près d'elle dans un décor fantastique et coloré. Les coquillages, c'est quand même... C'est pas raisonnable à peindre. Voilà, la bascule, on la voit bien. C'est-à-dire l'autoportrait sérieux, mais le chapeau fleuri. C'est bien avant la peinture expressionniste allemande, hein, qui vient dans les années 1920. Voilà, les masques scandalisés. Donc on a des scènes qui pourraient être des scènes flamandes du XVIIe siècle, c'est-à-dire des personnages, mais qui ouvertement ont des masques. Des personnages qui sont peints avec des masques, j'en connais que chez Ensor. Et je trouvais que je vous avais montré des choses élégantes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, on pouvait aller sur des choses plus étonnantes, parce que vous comprenez que cette touche qui fait qu'il frotte le jaune sur un fond plus foncé, ou qui peint à la brosse dans le frais à l'huile avec des éléments où il y a un peu de rouge, un peu de vert, puis ça se balade. Faut pas faire comme ça quand on débute, merci. En peinture, il y en a qui sont visés dans la salle. Eh bien, cette façon de peindre, elle va avec le sujet. Elle va avec le fait que si on fait des personnages grotesques, on peut les peindre d'une façon qui a l'air grasse, qui a l'air empâtée. C'est la même période que Van Gogh. Exactement, c'est 80 à 90, Van Gogh, là c'est 83. Voilà, les pochards. Mais petit à petit, voilà, bascule. La tentation de Saint-Antoine. On sera en même temps que tout l'art exprès décadent de Félicien Rops, de ce qu'intéresse Baudelaire, c'est-à-dire la transformation du corps, le fait qu'on puisse mélanger le pourri et les bijoux, parce que cette société de progrès ne les intéresse pas, et qu'ils pensent que quelque chose est en train de se transformer. Et voilà, quand le monde se transforme, les masques arrivent. Ils nous racontent ce qui va arriver, ou ils le miment, pour qu'on en ait moins peur, ou pour qu'on voit que, joyeusement, on va dans la catastrophe. Parce que le Christ entre dans Bruxelles sur un âne, mais au cri de « Vive la sociale ». Car à l'intérieur de cette peinture, j'ai caché un Jean-Luc Mélenchon. Sauras-tu le retrouver ? Je vous dis ça parce que la transformation sociale, elle doit être joyeuse. C'est bien ce qui pose problème à ce Mélenchon, c'était marrant au début. Et que, je vous rappelle quand même, c'est pas loin d'ici, mais que dans la fête de l'UMA, il y a des concerts et il y a des conférences. C'est pas que du spectacle. Et ça a l'air tout bête, mais voilà, la société n'est pas qu'un spectacle. Il y a aussi des endroits où on échange, où il y a des livres, où ça pense. Et on peut être dans la pensée et la joie en même temps, ce qui n'est pas facile à tenir. De mélanger l'un avec l'autre, c'est bien notre sujet de cette année. Voilà, fanfare doctrinaire, toujours réussi. Et on est, il y a de l'amour, il y a du Pierrot, il y a du masque,
et on mélange des personnages réels avec des sortes de figures qui font penser à... Je sais que t'as été déjà, que je t'ai dit d'aller en sortant de stage, merde, chez Petit, le manège de Petit Pierre, à la fabuloserie. Voilà, d'ici, si vous avez l'occasion, c'était 1h30 d'ici. C'est assez chouette, c'est-à-dire de l'art brut fait par des gens sans formation, qu'on pourra retrouver, c'est un cousin lointain, mais je pense que l'année dernière, on a fait une sortie, ça a intéressé tout le monde. Genre, sur la joie, j'ai proposé qu'on aille au cyclope de Tinguely et de Mille-Forêt, puisque c'est une sorte de manège forain, et que j'ai oublié de le dire, mais le carnaval, c'est aussi le manège. C'est aussi, pendant longtemps, les petits garçons ont joué sur des faux chevaux en bois, et que mimer le monde des adultes, c'est ce que fait le carnaval en s'amusant. Alors, cette peinture-là, elle fait penser à Bruegel, parce qu'elle est remplie d'éléments qui, l'air de rien, sont quand même assez construits. Vous voyez, on a une partie ici, et ça fait une sorte de cadre. Parce qu'on voit à peu près le Christ quand même, il est plutôt sur un élément blanc, même si c'est fait pour que votre œil passe son temps à chercher des pieds nickelés et des gens qui, à droite à gauche, font une chose et une autre. C'est-à-dire que l'espace n'est pas un espace global qu'on voit d'un seul tenant, mais un espace dans lequel on circule d'un bout à l'autre. Qui fait qu'on ne sait pas, entre la palette, les repères classiques et les masques, tout est égalité. Et qu'on ne sait pas comment l'espace se tient. C'est aussi ça ce que fabrique le carnaval. On est tous ensemble, on défile, et en même temps, à l'intérieur, il y a plein d'éléments qui vont et qui viennent. C'est peint d'une touche dégueulasse, hein, mais ça va avec le sujet, il me semble. C'est pas... si on dessinait quelque chose d'un peu fin, voilà, on voit bien que le contraste entre Watteau et ça, c'est quand même... voilà, c'est un bateau à voile et à vapeur. Il faut que ça soit peint de cette façon forte. J'ai combien pour cette peine? L'étonnement du masque Vouze. Les masques deviennent des figures en elles-mêmes, elles flottent. Ils ont l'air de vivre leur vie. Et alors, il est pas très connu, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au cinéma de Watkins. Quand je regarde des choses comme ça, c'est-à-dire des choses qui mélangent le vrai et le faux. Peter Watkins a fait notamment un film sur Munch. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Les squelettes ont froid. Voilà, d'un seul coup, le monde de théâtre et de la mort vient et joue. Il y a une palette de... Voilà, il y a toujours un peintre. Il a l'air un peu fatigué. Et l'air de rien, on le voit régulièrement, le squelette, ça m'a très étonné en cours de dessin. C'est une des rares fois où j'ai présenté un sujet que les élèves n'ont pas voulu faire. On faisait des crânes, justement. Vous savez, au Mexique, c'est très joyeux. Et en même temps, ces personnages qui font autre chose, que lui a l'air de flotter ou d'être tenu par quelqu'un. C'est un ballet funèbre. C'est-à-dire, c'est un jeu d'être déguisé en squelette et de jouer avec ce qui nous attend. Parce que s'il y a bien un truc où tout le monde est sur le même registre, c'est ça. Voilà, et ce qui est intéressant chez Ensor, c'est que ce sont ces titres, en fait. L'intrigue fait que ce n'est pas qu'un inventaire de masques, c'est des personnages. Ça devient très difficile de savoir si des humains ont posé ou si ce sont des mannequins. Si chaque personnage est sur un corps ou s'il est en train de flotter. Et c'est assez coloré, alors que quand on peint à l'huile de cette façon-là, ça devient vraiment dégueulasse très vite, puisque la couleur se mélange et elle perd de sa force. Musique dans la rue de Flandre. Oui, c'est signé à gauche. Là. On est vraiment dans un registre de peinture naïve. Et c'était intéressant de voir que Ensor savait peindre. On n'a pas vendu beaucoup. Hein. Il a été connu, puis il a été refusé au Salon des Indépendants en Belgique. Ça lui a beaucoup déplu. Il a fait beaucoup de gravures aussi. Voilà, qui fait que ça devient un monde en soi. Hein. Les squelettes se disputent à un ressort. Nous n'en saurons pas plus sur le sens de cette histoire. Les squelettes ont faim, non?
C'est la version off de La Belle et le Clochard avec le spaghetti. Au lieu d'aller l'un vers l'autre, ils se séparent. Voilà. Les squelettes se disputent un pendu. Il n'y en a pas pour tout le monde. C'est quand même des images qui sont très puissantes, mais qui sont fortes aussi par leur couleur, par ce que ça joue de nous montrer. Les masques singuliers. Oui, on est à la période de Daumier. C'est vraiment une peinture qui se voit en vrai, hein, parce que c'est les jeux de pâtes, vous voyez, c'est très très beurré, on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est assez tartiné en blanc, alors qu'ici c'est très fluide. Parce que c'est peint très vite aussi. Et c'est assez difficile de faire ça sans que ça tourne mal. Hein. C'est-à-dire que ça devienne tout brun. Et les objets de la vie de tous les jours deviennent l'occasion de masques. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui va se passer bientôt. C'est l'arrêt de cette conférence. Je vous remercie. Peut-être à demain pour une conférence, peut-être à samedi prochain, et attention à la marche.